Donc pour commencer, par politesse, je vais laisser chacun des représentants ici présents se présenter en disant qui ils sont, quelle société ils représentent et surtout dans quel business ils évoluent. Bonjour à tous, donc je suis Franck Levkovitch, je suis directeur général de Quantcast en France. Rapidement, Quantcast, en fait, on est une société indépendante basée en Californie. On est environ 850 personnes aujourd'hui. J'ai ouvert les bureaux en France depuis un peu plus de 5 ans, donc on travaille plutôt bien effectivement avec iProspect et avec l'agence Dentsu. On a deux activités. La première activité, c'est une activité de mesure d'audience, donc on fournit aux éditeurs de sites un outil de mesure d'audience directe, donc évidemment beaucoup d'éditeurs internationaux, mais également des éditeurs français, comme le groupe Altis Media, comme le groupe Énergie, comme Melty, comme le Journal du Geek. Enfin, bon, je ne vais pas tous vous les citer, mais on a de nombreux sites en France qui utilisent Quantcast Mesure, ce qui va donner évidemment beaucoup d'informations, beaucoup de data pour les éditeurs. Et ces informations, ces données, ces insights que l'on va également utiliser pour opérer le ciblage publicitaire des campagnes de nos annonceurs et des agences. Donc on a deux activités, la mesure d'un côté et l'activation programmatique de l'autre. Si on est là ce matin effectivement pour parler RGPD, c'est qu'on est un acteur important sur le ciblage publicitaire et évidemment la mise en place de cette nouvelle réglementation a eu un impact important sur l'ensemble de l'écosystème. Et donc l'idée, je ne vais pas rentrer trop maintenant dans le détail, mais l'idée c'est justement de pouvoir partager un peu ce retour d'expérience et la façon dont il a fallu s'adapter et ce qui a changé également vis-à-vis de notre façon d'opérer les campagnes. Bonjour, Yann Damonjo, je suis en charge de Google Marketing Platform pour la France. Donc Google Marketing Platform, pour ceux d'entre vous qui ne passent pas leur journée à lire les blogs de Google, c'est la nouvelle marque qu'on a annoncée cet été qui résulte de la fusion de DoubleClick et de Google Analytics 360. Donc mon monde à moi, c'est l'AdTech, le MarTech, c'est l'achat média, la mesure de l'achat média. Donc je ne vais pas vous parler de l'ensemble de l'impact de RGPD pour Google parce que je pense que c'est trop long et probablement pas d'intérêt pour tout le monde, mais plus spécifiquement de ce qu'on a fait, de ce qu'on fait sur la partie qui touche directement ce qui est achat et mesure du média. Voilà. Bonjour à tous. Michael Froment, je suis fondateur de Commanders Act, plus connu souvent sur le marché français sous le nom de Tag Commander. On a été un des premiers éditeurs à s'intéresser au sujet du tag management. Pour vous présenter rapidement la société, on est une équipe de 65 personnes aujourd'hui. On a des équipes à Paris, Milan, Munich, Hambourg, un focus essentiellement sur l'Europe continentale. Et on est éditeur de logiciels pour les logiciels SaaS, comme on dit, pour les équipes marketing. C'est-à-dire qu'on essaie de se débrouiller pour que l'équipe marketing rentre sur le terrain avec des protections et non pas une main devant, une main derrière. Donc dans un monde qui devient de plus en plus compliqué à gérer du fait du volume de data, du fait du temps réel, du fait de beaucoup d'autres dimensions. Donc on a une solution de tag management, on a une solution d'attribution qui permet de travailler sur l'optimisation des investissements médias, une solution de privacy qui permet de gérer ce fameux consentement dont parlait Pierre, et puis une solution DMP, Data Commander, l'ensemble formant, et on reviendra dessus tout à l'heure, notre positionnement actuel qui est un positionnement de Customer Data Platform. Voilà. Merci beaucoup. En préparant tous les trois cette belle table ronde, on a voulu y aller progressivement. Donc je vais commencer par une question pour toi Yann, et puis chacun répondra aussi et rebondira sur tes propos. Quel bilan tu fais du RGPD 4 mois après sa mise en vigueur, et quels sont les faits marquants qui t'ont marqué ces derniers mois sur la partie AdTech? Bon courage, à toi. On a quelques-uns d'effets marquants. Je pense qu'il y a plusieurs phases en fait. Il y a eu une espèce de phase de préparation longue et lente qui a duré jusqu'à la fin de l'année dernière sur le RGPD, où en fait tout le monde savait que ça allait arriver. Chez nous, ça veut dire qu'on a commencé à informer les grandes décisions produits sur la base de l'imminence de cette régulation. Et cette première phase a donc duré, on va dire, jusqu'à fin 2017. À partir de la fin de l'année dernière et donc cette année, on a vu une grosse accélération de la préparation de l'ensemble de l'écosystème et de nous aussi, qui s'est basée aussi sur, on va dire, les dernières spécifications qui sont arrivées du régulateur sur ce qu'était le RGPD en vrai, c'est-à-dire quelles étaient les attentes, de quoi on parlait vraiment quand on parlait de l'écosystème publicitaire. Ça s'est fortement accéléré au deuxième trimestre de cette année, avec une phase de préparation intense pour tout le monde et pour nous aussi. Et puis ensuite, on est rentré dans la phase
la première phase de l'entrée en vigueur, donc le 25 mai, qui s'est accompagnée d'un ajustement du fonctionnement de l'écosystème publicitaire auquel on a largement participé et sur lequel on pourra revenir. Et puis je pense que depuis, on est maintenant dans une phase qui va durer encore, à mon avis, un certain temps, d'adaptation de l'écosystème publicitaire à cette nouvelle réalité qui est RGPD. Je pense qu'on est loin d'avoir fini d'ajuster l'écosystème à cette nouvelle réglementation. Il y a plein de raisons pour ça. Je pense qu'il y a le standard qui émerge pour le traitement notamment du RGPD dans l'écosystème publicitaire, qui est le framework de l'IAB, auquel on est associé, sur lequel on va rentrer. Et je pense que la maturation de ce framework-là va avoir un impact sur l'écosystème global. Et puis d'une manière générale, je pense que l'écosystème est en train de s'ajuster. Cet été, je pense que tu en parleras mieux que moi, mais on a vu arriver énormément de changements dans l'expérience de l'utilisateur, comme en parlait aussi Pierre avant, sur l'ensemble des éditeurs du marché. Et je pense que tout ça, ça va commencer à se matérialiser sur l'écosystème. Donc, si je reviens juste en 2 mots sur la première phase, on va dire la période avril-juillet, qui a été celle qui a été la plus discutée et la plus visible de l'adaptation RGPD de l'écosystème. Il y a pas mal de changements qui sont passés, je pense qu'on pourra y revenir sur ce qui a été fait par les différents acteurs, y compris par nous, pour se préparer. Il y a eu le jour J, où on avait toujours annoncé qu'on respecterait cette réglementation. Mais en fait, l'écosystème publicitaire, et notamment l'écosystème programmatique, c'est un écosystème extrêmement complexe, avec des centaines d'intervenants. Enfin là, on est 3, mais en réalité, il y a des centaines ou des milliers de gens qui travaillent de sociétés qui travaillent sur cet écosystème. Et l'adaptation de l'écosystème à cette nouvelle réglementation, ça a eu des effets sur les premiers jours, notamment pour ce qui concerne l'achat média et sur nos plateformes, une période de transition pendant laquelle on a eu du mal à acheter de l'écosystème, de l'inventaire tiers pour faire de la publicité personnalisée, ce qui a été repris largement par les médias et par le marché. Et puis on a trouvé des solutions pour s'ajuster à ça, avec une solution temporaire de connexion avec les exchanges tiers au travers d'un contrat entre eux et nous, qui nous permettait à la fois de respecter nos policies et puis de continuer à transacter l'inventaire. Cette phase-là a duré en fait quelques jours. Elle a été assez brutale pour tout le monde, y compris pour nous. Est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Sans doute, mais en tout cas, on est passé au travers de cette phase-là, et maintenant je pense qu'on est revenu à un état à peu près normal sur le fonctionnement de cet écosystème. Mais je pense que c'est qu'une étape intermédiaire dans l'ensemble de l'effet d'adaptation qu'on attend encore pour les prochains mois. Et justement, Franck, en préparant, toi tu voulais faire un zoom notamment sur les Consent Management Platform. On en a beaucoup parlé lorsqu'on a préparé, et de l'IAB Framework. Peut-être que tu vas en dire 2 mots. Alors effectivement, je rejoins tout à fait l'approche de Yann sur le fait que le marché a dû s'adapter. Pour des acteurs comme nous, ça a été très important de se coordonner entre les différents partenaires, on va dire, de l'industrie, qu'on soit DSP, DMP, enfin bref, tous les acteurs ont finalement réussi à s'organiser. Et ça, je pense que c'est quand même un point fort de cette industrie, sous le label, ce que disait Yann, de l'IAB Europe et du Consent, de cette approche de CMP, donc le Consent Management Platform. Donc pour nous, ça a été un enjeu vital, j'ai envie de dire. On a réussi à fédérer avec plusieurs autres acteurs l'ensemble du marché publicitaire, principalement depuis Londres, pour créer une norme marché qui permette de gérer le consentement. Donc Pierre disait tout à l'heure que beaucoup de gens aujourd'hui qui arrivent sur un site sont obligés de s'obstiner, de dire oui, j'accepte de partager mes données. Alors c'est vrai que même pour nous, c'est assez marrant, mais pour une société comme Quantcast qui étions plutôt B2B, il se retrouve que dans les dîners en ville, beaucoup de gens me disent ah mais j'arrête pas de te voir sur les sites, on vous voit partout, le Powered by Quantcast. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui il y a un vrai succès notre CMP qui est la première CMP adoptée sur le marché français. Plus de 7000 éditeurs en France utilisent Quantcast Choice, donc, qui est cette solution. J'y reviendrai peut-être un peu plus en détail justement tout à l'heure sur l'organisation. Ce qui est sûr, pour vous donner quelques chiffres, c'est que d'un point de vue européen, au mois de juillet,
le consentement qui passait au travers de ces CMP nous permettait de recueillir à peu près 35% dans nos bid requests, 35% d'informations sur le consentement. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 65%, donc ça veut dire que quand on enchérit sur une impression publicitaire, il y a 65% des impressions auxquelles on a accès qui nous donnent l'information du consentement ou du non-consentement. Mais on arrive à collecter cette information et c'est grâce à cette norme développée par l'IAB Europe. Donc ça, je pense que c'est un point important. Et sur ces 65%, il y en a un peu plus de 60% qui ont un consentement positif. Donc on revient effectivement à ce que disait Pierre tout à l'heure. On pense effectivement que les gens cliquent beaucoup sur OK parce que finalement ils l'acceptent, c'est dans leur vie quotidienne. Mais aujourd'hui, c'est eu un impact quand même très important. Et puis, encore une fois, c'est un chiffre qui est en train d'évoluer et globalement, on voit que ces niveaux de consentement sont quand même globalement très élevés. Et toi, Michael, en fait, tu as quand même une particularité par rapport à ton activité, c'est que tu es directement présent chez l'annonceur, via le TMS, via la DMP, via le Privacy Center, peu importe. Et toi, tu as pu constater aussi l'évolution de la maturité des annonceurs, qui est un gros sujet chez nous. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots ? Oui, alors, la bonne nouvelle, c'est que tout le monde est compliant maintenant. Parce qu'en fait, on a démarré l'année, donc janvier 2018, par énormément de demandes. On avait une solution de privacy management qui était connue de nos clients. Donc on a reçu énormément de demandes et les équipes ont bossé comme des dingues jusqu'au 25 mai pour permettre à ces annonceurs qui se réveillaient un peu au dernier moment d'être compliant à la bonne date. Depuis le 25 mai, on n'a plus de demandes sur ce sujet-là. Donc tout le monde est OK, c'est bon, c'est fini, c'est plus un sujet. Tout ça pour dire qu'on est loin d'avoir fini avec les RGPD, qu'il y a encore énormément de comptes qui ne sont pas en conformité, bien entendu, ni sur le consentement, ni sur des éléments plus lourds, entre guillemets. Ils y travaillent, bien sûr, mais il y a encore énormément de travail, beaucoup de disparités selon les secteurs d'activité, et des inégalités, puisqu'au sein d'un secteur, il peut y avoir des équipes qui ont fait l'effort de se mettre en conformité, et puis d'autres qui continuent à travailler comme avant, ce qui crée quand même des problèmes en termes de performance et en termes de fonctionnement sur le marché de ROI. Voilà pour le cadre général. Alors, par rapport à ce RGPD, sans doute un regret. C'est sûr que l'industrie n'avait pas envie de ce RGPD. On n'en avait pas envie en tant qu'offreur de solutions, en tant que membre de la tech, membre du Martech, etc. Et on s'y est sans doute pris à la fois très mal et très tard pour contribuer à ce que ce RGPD soit designé de manière à ce qu'il soit sans doute un peu moins dur avec l'industrie logicielle européenne et un peu moins favorable aux GAFA en sortie. Donc ce sont des choses qu'il faudra que la communauté de la tech et du Martech intègre aussi, de manière, alors c'est en train de se faire bien sûr pour le règlement e-privacy, sur lequel on essaye de peser davantage, mais de façon générale c'est sans doute un beau loupé aussi, et tant que les journalistes parleront de mouchards quand on parle de cookies, je pense qu'on aura encore énormément de boulot à faire. Finalement le thème il n'est pas si malsain et compliqué que ça, il s'agit de mesurer la performance, hein, c'est pas quelque chose qui mérite le traitement qu'on peut voir dans la presse. Alors, est-ce que post-RGPD, ça a toujours un sens de travailler avec une DMP ou une CDP, etc. C'est la question qu'on a le plus entendue depuis le 25 mai. C'était la question qui ressortait le plus souvent dans les échanges, alors soit les dîners en ville, soit les réunions avec les clients, soit les discussions off, avec les vieux clients qu'on connaît depuis longtemps. Et évidemment, pour moi, rien n'a changé. Rien n'a changé, c'est-à-dire que la nécessité pour les annonceurs de raisonner en omnicanal, donc d'essayer de concentrer l'information en un lieu pour être plus pertinent quand on interagit avec un user, un visiteur, un client, un prospect, a toujours du sens. Essayer d'être customer-centric, ça a toujours du sens. Faire de l'activation omnicanal, ça a toujours du sens aussi. Être temps réel, ça a toujours du sens. Enfin, si on reprend les fondamentaux qui drivaient la demande de DMP ou de CDP auparavant, c'est toujours des éléments qui sont évidemment complètement valides. Alors, il y a un élément qui change, c'est que puisqu'on ne peut appliquer ces stratégies-là que sur ceux qui ont donné leur consentement, on a évidemment un effet volume. C'est-à-dire qu'il y a moins de données sur lesquelles on peut opérer dans ces DMP ou dans ces CDP.
Et ça change évidemment le calcul de ROI que vous pourriez faire quant à l'acquisition d'une technologie de ce type. Voilà où est le point sur lequel il peut y avoir discussion, il peut y avoir des ajustements à faire qui sont parfois compliqués, mais en tout cas c'est cette mécanique-là. Alors deuxième élément, c'est que ce que j'observe de notre point de vue, c'est que l'introduction du RGPD a fragmenté aussi un petit peu le marché, c'est-à-dire qu'il a dirigé les DMP vers un usage essentiellement en third party, là où il y avait quand même beaucoup de formats hybrides auparavant. Et donc il a spécialisé la DMP sur du cookie third party. Donc vraiment cet univers display, programmatique. Et puis il a sans doute permis à ce nouveau concept de CDP d'apparaître, qui se veut un concept Customer Data Platform un peu hybride entre le CRM et la DMP. Ce que la DMP ne peut plus si facilement faire qu'avant du fait de la contrainte du RGPD, finalement c'est la CDP qui se positionne sur cet axe-là et qui essaie de le développer. Donc c'est ce qu'on observe en tout cas sur le marché comme mouvement. Donc il y a un effet artificiel de communication qui est que toutes les DMP s'appellent CDP désormais. Si vous regardez les liens sponsorisés, vous verrez que c'est juste un changement d'acronyme. Mais si on va sur le fond et qu'on regarde ce que c'est qu'une CDP, vous verrez qu'il y a de vrais fondamentaux qui peuvent avoir du sens pour la communication à venir. Merci Michael. Maintenant, Franck, je vais te poser une question un peu plus pour rentrer dans le dur. Concrètement, qu'est-ce que tu as fait comme évolution dans ton service et dans tes produits pour être conforme au RGPD? Parce que c'est souvent une question qu'on nous pose. Qu'est-ce que tu as fait concrètement, toi, chez Quantcast? Et après, bien sûr, Yann et Michael, vous aurez aussi le droit de répondre. Alors, le 25 mai, c'est vrai que le marché et principalement les éditeurs se sont réveillés avec la gueule de bois, notamment suite au blocage qui a été fait par Google. Et je pense que ça nous a probablement beaucoup aidé à mettre en avant le fait qu'il fallait aussi travailler avec des technologies indépendantes qui pouvaient proposer des solutions qu'ils avaient développées eux-mêmes. Ça, je pense que concrètement, ça a vraiment changé les choses. Je parlais tout à l'heure de Quantcast Choice, donc je vais rentrer un peu plus dans le détail. Depuis des mois, en fait, on a vu cette échéance du 25 mai arriver. On a monté, à partir de fin 2017, à peu près au mois de novembre, une équipe dédiée RGPD d'une trentaine de personnes en interne. Donc c'est quand même une grosse équipe, alors évidemment pas à Paris, mais qui était basée à notre siège à San Francisco avec des relais locaux, une espèce de task force qui comprenait des ingénieurs évidemment, puisque ça nécessitait beaucoup de développement technique, des juristes, logiquement, des chefs de produits, des gens du marketing, bref, tout un panel représentatif des différentes équipes de l'entreprise. Et ça a permis, le 25 mai, d'être prêt quand l'ensemble du marché, en fait, en France, alors c'est très franco-français, en ayant une vision un peu plus globale, cette échéance, en fait, on la voyait arriver, mais en France, on avait un peu l'impression que rien n'allait changer. Nous, on voyait très bien de l'interne l'impact que ça allait avoir pour les éditeurs dans un premier temps. On va reparler des annonceurs, effectivement, juste après. Mais on va dire que ce 25 mai, on a eu énormément d'appels de la part des éditeurs qui étaient bloqués, qui voyaient leurs revenus complètement baisser et qui nous ont dit vous avez une solution, Quantcast Choice, qu'est-ce que c'est, est-ce qu'on peut l'implémenter et comment ça marche? Et c'est vrai que, ayant travaillé dessus depuis un certain nombre de mois, les équipes Quantcast étaient prêtes, on va dire, à déployer cet outil, et c'est la raison aussi de ce succès aujourd'hui. Comme je disais tout à l'heure, on est la première CMP en place sur le marché français, dans un premier temps vis-à-vis des éditeurs, puisque encore une fois, ça a été les premiers impactés, mais également, maintenant, on commence à travailler auprès des annonceurs qui ont encore un peu de mal, je trouve, à adopter ce genre d'outils. Tu peux expliquer concrètement ce que c'est qu'une Consent Management Platform? Parce que là, on en parle depuis tout à l'heure, et je ne suis pas sûr que, de manière didactique, on est sur un site web et hop, on voit apparaître un pop-up. Qu'est-ce qui se passe? En fait, le principe du RGPD, c'est d'obtenir le consentement. Donc il a fallu développer un outil, un widget, qui permette aux éditeurs de sites, évidemment également aux annonceurs, de recueillir le consentement
de l'internaute. Donc l'internaute arrive sur le site, le journal du geek, prenons cet exemple, il va avoir soit une pop-up, soit un bandeau qui va apparaître, où on va demander à l'internaute, est-ce que vous acceptez de partager vos données ou pas? Est-ce que vous voulez en savoir plus? Enfin bref, il y a un certain nombre d'options qui va permettre de collecter le consentement ou le non-consentement de l'internaute. Et je suppose que tu peux le faire de manière granulaire aussi, non? Alors on peut le faire évidemment de manière granulaire, c'est-à-dire l'internaute peut rentrer un peu plus dans le détail, soit parmi les 5 principales catégories, soit directement par acteur. Il peut dire je ne veux pas que Quantcast partage mes données avec Quantcast, par contre je veux les partager avec Criteo, je ne veux pas les partager avec tel acteur, tel acteur, tel acteur. Il y en a aujourd'hui plus d'une centaine qui sont référencés sous ce label de l'IAB Europe. Donc ça c'est le principe de départ. Mais surtout, ce qui est important, et c'est la raison pour laquelle on encourage, que Google d'ailleurs rejoint, et c'est une très bonne chose, cette démarche industrielle, c'est ensuite de pouvoir transmettre ce consentement entre les différentes technos. C'est-à-dire que quelqu'un qui donne son consentement via la CMP de Commanders Act puisse être partagé par Quantcast au moment où on va vouloir acheter une impression ou bider sur une impression et du coup pouvoir modéliser ou utiliser cette donnée. Alors, je ne sais pas si ça vous paraît clair ou pas, mais en tous les cas, ce qui est vraiment important dans cette logique de CMP, c'est de pouvoir demander le consentement auprès de l'internaute et ensuite, au sein de notre écosystème de la tech, de pouvoir partager ce consentement, qu'il soit positif ou négatif, mais qu'on puisse partager cette information. Michael, toi de ton côté, qu'est-ce que vous avez mis en place chez Commanders Act? Je sais que vous avez eu des évolutions de produits, vous avez notamment lancé votre Privacy Center sur ta Commander, qui est déposé sur pas mal de sites de clients. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Oui, concrètement, ce qui a changé, quand même pour le rappeler, comme pour tout le monde, notre façon de travailler en interne sur ces sujets-là. C'était quand même, de notre côté, plus de 18 mois de travail entre le moment où on a découvert le sujet et puis le moment et la date du 25 mai. C'est un sujet qui est venu de notre côté du marché allemand, qui s'est montré beaucoup plus sensible à cette thématique-là très vite. Et comme on avait une équipe sur place, on a démarré assez tôt. Donc, sinon, en termes de solutions, en fait, on avait déjà une solution de privacy management depuis 2012. Alors 2012, c'était le. Mais ça marchait bien avant le RGPD ou pas? Justement, c'était très rigolo. C'est-à-dire qu'on était un peu on était complètement stupides puisqu'on passait du temps dessus, alors que on devait avoir une vingtaine de clients, grand maximum, entre 2012 et début 2018. Alors c'était des grands comptes, c'était des comptes qui faisaient attention à ce type de sujet. Donc ça avait quand même du sens. Puis pour nous, stratégiquement, ça avait du sens parce qu'on pensait que ce sujet allait se développer. Néanmoins, on se sentait très très seul. Très très seul. Donc de temps en temps, vous nous avez peut-être entendu dire que le RGPD n'était pas une si mauvaise chose que ça. C'était pas uniquement pour des questions de revenus, mais vraiment parce qu'on considérait qu'il y avait un enjeu long terme sur cette industrie digitale. Donc on avait notre solution. Ce qu'on a simplement fait à partir du 25 mai, c'est qu'on a connecté avec la logique de CMP dont parlait Franck, pour que justement on soit inséré dans ce dispositif AdTech imaginé par l'IAB et que nos clients puissent trouver les passerelles nécessaires pour que ces consentements soient partagés, se diffusent dans l'écosystème. Et puis voilà, on attend de suivre un petit peu la façon dont ça va avancer. Le seul regret, c'est qu'on ait attendu le lendemain du 25 mai pour réaliser qu'il y avait un problème. On aurait bien aimé le savoir avant. Et je pense que là, vraiment, encore sur la partie industrie, on aurait dû se concerter un petit peu davantage. Voilà. Pour revenir sur ce sujet-là, donc aujourd'hui, on a un petit peu moins de 100 clients qui utilisent notre plateforme de privacy management. Donc le principe, on a une petite différence dans notre approche par rapport à d'autres offres sur le marché. On s'appuie sur la mécanique du tag management. C'est-à-dire que ce petit bandeau que vous voyez va vous permettre de donner votre consentement ou pas, au global, par catégorie, par vendeur. Et selon ce que vous avez décidé de faire, nous allons activer ou désactiver les tags correspondant aux familles que vous avez, que vous soutenez, que vous acceptez ou pas. Voilà, donc c'est une mécanique qui est très profondément enracinée dans notre produit de tag management depuis très longtemps, et c'est une des spécificités. Et juste pour revenir sur un élément que Pierre partageait tout à l'heure, on a fait évidemment des études sur nos clients, donc ces 100 clients-là représentent plusieurs centaines de millions de pages vues, disons de moments d'interaction.
Et on a 0,005% de personnes qui vont voir le Privacy Center. Donc c'est la catégorie des... Je ne sais pas s'il faut les appeler psychopathes, mais en tout cas... Voilà. Donc c'est sûr, il y a une fraction, on le voit dans les médias, etc. Il y a une fraction de personnes qui sont très très sensibles à ce sujet-là. Mais faites-le parce qu'au final, cette partie-là, hein, spécifiquement, le Privacy Center et la possibilité de dérégler certains éléments ne changera rien à la performance du site. Donc vous avez de grandes chances de passer et en même temps de satisfaire les personnes qui pourraient être les plus dures en termes de protestation, de réclamation CNIL. Donc pour rejoindre Pierre, il y a très peu de psychopathes en France, donc c'est une très bonne nouvelle. Yann, tu pourras répondre à cette question et peut-être faire un zoom aussi sur votre positionnement sur l'IAB Framework, parce que c'est une question que l'on a régulièrement de la part de nos clients, de la part de partenaires à nous. Donc tu as une belle tribune, je t'en prie, vas-y. Okay. Ouais, pour revenir déjà sur les changements qui ont eu lieu pour s'adapter à RGPD, la première phase, ça a été déjà de comprendre quelles implications concrètes on voulait tirer de cette réglementation. Et encore une fois, je pense qu'on a tous reçu on va dire des spécifications du groupe des 29, donc en fait des CNIL de tous les pays, relativement tard dans le process, et donc ensuite chaque entreprise a décidé de lire ces réglementations et d'en tirer les conséquences concrètes. Et chacun, évidemment, est libre de faire ça comme il veut. D'ailleurs, c'est assez troublant ou assez fascinant de voir à quel point il y a une diversité de points de vue sur ce que veut dire RGPD en termes d'application concrète dans le marché aujourd'hui. Si vous prenez, moi je suis dans le fournisseur de technologie, si on prend l'ensemble des briques technologiques, chaque brique technologique a diverses lectures ou divers positionnements sur ce que veut dire le RGPD. Les DSP, les ad serveurs, les outils de web analyse, les ad serveurs, éditeurs, etc. Chacun a un positionnement différent. Est-ce que je suis sous-traitant? Est-ce que je suis contrôleur? Etc., etc. Donc je pense qu'on est loin d'avoir fini avec ça. Je pense que tout l'écosystème apprécierait peut-être des spécifications encore plus précises de la part du régulateur et des CNIL de tous les pays pour que ça s'harmonise avec le temps. Mais bon, donc nous, Google, on a fait notre lecture, on a choisi on a pris un certain nombre de décisions. La première, c'était de quelles règles on se donne, et la première règle qu'on s'est donnée, c'était d'utiliser le consentement comme base légale pour faire de la publicité personnalisée. Il y a plein de bases légales, je crois qu'il y a 8, 6, je ne sais plus, de RGPD. 8, merci. Il y en a 2 qui sont couramment utilisés pour la publicité, c'est l'intérêt légitime, le consentement. Nous, on a choisi le consentement. Pourquoi? Parce qu'on a échangé avec les CNIL des différents pays et on en a retiré que le consentement, c'était la meilleure option. On n'est pas dogmatique, si on a d'autres points de vue qui émergent dans les mois qui viennent du régulateur, on s'adaptera. Mais pour l'instant, on est parti là-dessus. Donc ça, c'est sorti en avril. Et à partir de là, on a tiré le fil de l'ensemble des implications pour les produits. Donc il y a plein de choses qui ont découlé de ça. Il y a eu comment on traite en fait l'achat d'inventaire, comment on s'assure qu'on achète de l'inventaire qui est consenti, ce qui a généré le petit hic-up de quelques jours autour du 25 mai sur l'accès en pub personnalisé à l'inventaire tiers. Ça a duré 3 jours à peu près pour le gros de l'impact, puis après c'est remonté. Mais il y a aussi tout plein d'applications produits, des fonctionnalités qu'on a arrêtées, d'autres dont on a accéléré le développement pour en fait adapter notre suite de produits à ce nouvel environnement. Et aujourd'hui, on a commencé, mais je pense qu'on n'a pas fini. Je vous donne un exemple. On a décidé de davantage encore protéger certaines données personnelles qui sont même anonymisées dans nos systèmes, mais qu'on mettait à disposition d'une certaine manière avant, qu'on met à disposition d'une nouvelle manière maintenant à l'intérieur d'un cloud, pour contrôler en fait la granularité des informations qui sortent. Bon, cette solution-là, elle a été lancée, elle est imparfaite, on va continuer à la développer dans les mois qui viennent. Donc il y a encore plein de choses à faire. Ce qu'on a vu aussi, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est qu'il s'est passé énormément de discussions sur le RGPD. Donc au-delà des adaptations de réglementation ou de règles qu'on se donne comme entreprise, au-delà des adaptations des produits et des fonctionnalités, il y a eu énormément aussi d'échanges et de travail collaboratif dans les deux sens avec le reste de l'écosystème. Avec nos clients en direct, donc pour moi c'est les agences, les annonceurs, mais aussi avec les associations professionnelles qu'on a rencontrées plusieurs fois suite au 25 mai,
et qu'on continue à voir. Et je pense que c'est aussi une des opportunités de RGPD, c'est quelque part, enfin, je m'associe un peu à l'idée qu'on peut faire de ce changement une force au niveau de l'écosystème en étant plus collaboratif, en se parlant davantage et en essayant du coup de mieux tirer les implications de ces changements actuels et à venir. Il y en aura d'autres. Donc voilà. Donc pour zoomer un petit peu sur l'aspect IAB Framework, qu'est-ce qui s'est passé? Le IAB Framework était une des modalités en devenir avant le 25 mai sur la manière de traiter le consentement sur l'achat d'inventaire. Il y en avait plusieurs, on pouvait soit fixer un contrat, soit avoir une modalité technique comme l'IAB Framework pour passer physiquement une chaîne qui correspond à un consentement de l'utilisateur. La première version du framework IAB, elle est sortie en avril. Nous, on avait déjà fait pas mal de développement sur une autre solution parce qu'on voulait être sûr d'avoir une offre à offrir au marché pour le 25 mai. Et puis, depuis, qu'est-ce qui se passe? On échange beaucoup avec l'IAB parce qu'on aspire à avoir une solution de l'ensemble de l'écosystème pour traiter ce genre de sujet. On l'a fait par le passé, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est souvent associé à des choses d'amélioration de l'écosystème. On a travaillé sur la Coalition for Better Ads pour l'amélioration de l'expérience publicitaire. On a travaillé sur Ads.txt pour les plus techniques d'entre vous. Et puis maintenant sur l'IAB Framework. Donc ça fait des mois qu'on travaille avec l'IAB. On a fait 2 conférences ensemble. On a rejoint le comité de pilotage, je ne sais pas comment on dit ça en français, du framework IAB. On veut y aller. On essaye en fait de discuter avec l'IAB sur comment faire évoluer ce framework de manière à ce que ça se passe pour le mieux et que notamment notre entrée dans le framework IAB n'ait pas d'effet secondaire sur l'ensemble de l'écosystème et qu'on ne repasse pas par un cycle tel que celui qu'on a vu après le 25 mai. Voilà. Très bien, merci beaucoup Yann. Mickaël, une dernière question en 2 minutes chrono que chacun va devoir répondre. Le RGPD, c'était la première bonne nouvelle, mais il va peut-être avoir d'autres bonnes nouvelles dans les mois, dans les années qui viennent. Et surtout, on voit bien que la tendance du privacy-driven, c'est une tendance de fond, Pierre en a parlé, c'est une tendance sociétale, de transparence, vraiment de confiance dans le numérique. Comment tu vois l'avenir dans ce monde de plus en plus privacy-driven? Alors, oui, ça va faire partie du paysage. Je pense que ça ne sert à rien de lutter contre. Donc effectivement, le message qui consiste à dire qu'il faut transformer une contrainte réglementaire en une opportunité, je sais que c'est une phrase facile, mais c'est quand même de cet ordre-là en ce moment. Donc concrètement, on va continuer à déployer notre solution de privacy vers les canaux qui faisaient l'objet de peu de demandes jusqu'à maintenant, notamment le in-app. Donc de façon à proposer une solution qui couvrira la partie web, la partie site mobile et la partie application mobile. Ça, c'est la première chose. Et puis, on va sans doute lancer sur le marché une solution qui permettra à n'importe quel acteur de l'écosystème, puisque ça va toucher toutes les organisations et que toutes ne vont pas changer leur système de tag management ou ne rentreront pas forcément en contact tous avec nous pour ces sujets-là. On va lancer une solution qui permettra d'appliquer du recueil de consentement sur n'importe quelle solution de TMS ou non, existante sur un site. Voilà pour les petits changements. Le point, c'est que la privacy faisant partie désormais du paysage, il va falloir s'en occuper. Et s'en occuper, ça veut dire qu'il va falloir la considérer comme un objectif marketing. Obtenir du consentement, c'est un objectif qui va conditionner la performance de beaucoup d'autres actions. Alors on a fait une petite étude, celle dont je vous parlais tout à l'heure, pour vous montrer un petit peu les impacts. On a fait une étude sur l'impact du RGPD avec d'abord une analyse par type de consentement. Vous savez qu'aujourd'hui, le scroll est considéré comme un consentement. La poursuite de navigation est considérée comme un consentement ou un clic. Et puis vous avez sinon un modèle qu'on appelle strict, entre guillemets. Enfin, pour l'instant, c'est encore accepté. Et donc, pour vous donner un petit retour, le consentement strict, si vous ne dites pas oui, il ne se passe rien. Il y a 28% de gens qui acceptent d'aller plus loin, qui donnent leur consentement. Sur du soft, ce qu'on appelle du soft, nous, c'est-à-dire du clic, la poursuite de navigation, on est à 69%. Et sur du super soft, c'est notre terminologie à nous, c'est-à-dire le scroll, on est à 78% d'acceptation. Donc c'est des infos qui sont intéressantes aussi, parce que ça c'est la moyenne sur l'ensemble des clients qui utilisent notre solution. Mais sur le super soft par exemple, donc le scroll, le meilleur dans la catégorie, il obtient 91%.
Ce qui veut vraiment dire que sur ces sujets-là, il y a une énorme variance, et donc il y a sans doute des bonnes pratiques à identifier et à appliquer, parce que la réalité n'est pas du tout la même d'un site à l'autre. Et c'est exactement ce qu'on dit nous à nos clients de l'agence. La manière dont vous refondez, la manière de collecter le consentement sur votre site web a un impact direct sur vos campagnes marketing et digitales. Et ça, aujourd'hui, il y a trop peu d'annonceurs qui l'ont compris. La manière dont vous demandez, on peut passer du simple au double en fonction du ultra strict, d'après ta terminologie, à l'ultra soft, si je reprends aussi ton terme. Exactement. Et donc, on pourrait, comme on n'aimait pas le sujet, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait un bandeau qui était en bas de page, puis on le planquait un peu, puis il était noir, et puis il était gris, puis voilà. Au final, les analyses qu'on a faites, montrent qu'un bandeau qui est complètement assumé, qui est en plein milieu de la page, mais qui laisse quand même apercevoir le contenu qui est derrière, si on dit oui, a plus de chances d'obtenir un consentement. Donc je pense qu'on a quand même un petit chantier là à ouvrir pour essayer d'être un peu plus malin dans la gestion de cette contrainte. Et puis une dernière dimension, pour ne pas faire trop long, mais par verticaux, ce qui est très intéressant, vertical finance, en moyenne on est à 36%, médias on est à 78%, retail 54%, travel 91%. Donc il y a d'énormes variances là encore selon les secteurs d'activité et donc sans doute plein de choses à gérer autour de ça. C'est-à-dire que pour obtenir un consentement, il faut sans doute parler, écrire, présenter les choses d'une certaine façon. Et je pense que là, ça fera un bon sujet pour les A/B testeurs dans les années à venir, mais en tout cas, il y a des solutions à trouver. Merci beaucoup, Michael. Franck, ton point de vue sur l'avenir du monde un peu plus privacy-driven? Alors, je rejoins d'abord ce que vient de dire Michael. C'est vrai que nous, on a pris le parti d'être assez rigoriste sur l'obtention du consentement via Quantcast Choice. Et je confirme que aujourd'hui, le taux de consentement moyen qu'on obtient est supérieur à 90%. Et on a pris le parti justement d'avoir une grosse pop-up d'entrée par exemple, ou un bandeau hyper visible également. Donc ça confirme effectivement ce que tu disais. Il faut revenir quand même au sujet principal qui est la performance des campagnes. Et aujourd'hui, si on a, depuis des années maintenant, utilisé la donnée, c'est justement parce que ça apportait une meilleure performance, un meilleur ciblage, un meilleur ROI pour les annonceurs. Et le prochain enjeu pour nous, c'est évidemment que les annonceurs intègrent également ce consentement. Aujourd'hui, très peu d'annonceurs obtiennent, ou en tout cas recueillent le consentement sur leur site, ce qui va, dans les mois qui viennent, poser un sérieux souci pour ces annonceurs-là en termes de performance. Si on veut faire du reciblage, ne serait-ce que faire du retargeting, ça nécessite d'obtenir le consentement. Donc, juste petite précision, ils recueillent le consentement, mais pas sous le format de l'IAB. Ce qui est important, parce que juste pour bien distinguer les deux, la plupart des annonceurs ont quand même post-RGPD ou avant le RGPD mis à jour leur site web avec le bandeau, des cases à cocher, des politiques vie privée et des pages privacy. Mais ils n'ont pas forcément pris en compte ou anticipé, le marché ne l'avait pas fait non plus, l'IAB Framework qui permet après de partager ce consentement recueilli sur le site web de l'annonceur avec Google, avec Commanders Act, avec Quantcast et avec l'ensemble des trading desks du marché. Donc ça, c'est vraiment le prochain enjeu du début, j'ai envie de dire, du premier trimestre 2019, au même titre que les éditeurs ont passé ce cap là au cours des 3 derniers mois. C'est désormais aux annonceurs également de basculer de ce côté-là. Mais gros effort pédagogique à faire alors. Hein. Gros effort pédagogique, c'est pour ça que j'en parle aussi ce matin, mais évidemment. Et puis gros effort également, mais je pense qu'ils vont le voir rapidement sur les performances, parce que c'est un sujet qui est essentiel. Donc ça c'est le premier point. Ensuite, il y a évidemment e-privacy qui va arriver dans les prochains mois. Il y a un vrai attentisme du marché qu'on ressent tous, je pense, qui est de dire j'attends e-privacy pour faire d'une pierre deux coups et de mettre en place RGPD plus e-privacy. On ne sait pas exactement comment les choses vont évoluer, est-ce que le texte va évoluer également, mais c'est clairement, ça confirme la tendance que tu disais tout à l'heure, qui est le privacy driven, et sur lequel il va encore falloir nous adapter pour pouvoir continuer à proposer de la performance et du ciblage à nos annonceurs. Yann, à toi de conclure. Je vais faire très vite. Oui, je pense qu'on est rentré dans une nouvelle phase.
Si je reprends les étapes que proposait Pierre, on est dans le 4.2 là. Il y a la data, mais la data privacy safe, privacy centric. Les attentes des utilisateurs ont changé, un peu pour Homer Simpson et aussi parce qu'il y a eu quelques événements qui ont focalisé le débat sur ce sujet-là. Ça a des effets indirects aussi sur la réglementation. On a parlé de RGPD, il y a effectivement e-privacy. Je pense en tout cas nous, on pense que ça ne va pas arriver tout de suite. Donc faire le calcul qu'il faut attendre e-privacy pour s'adapter, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, parce que ça risque de prendre 18 mois encore, et du coup, voilà, il vaut mieux agir maintenant que d'attendre la phase suivante. Il y aura peut-être d'autres impacts sur la régulation. Puis il y a un troisième volet dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est l'impact sur les technologies. Il y a des technologies qui prennent des décisions pour la privacy des utilisateurs, notamment les navigateurs. Ça ne vous a pas échappé que Safari et Firefox ont annoncé des choses qui vont avoir un impact sur la quantité de données disponibles pour l'écosystème pour travailler. Donc je pense qu'il faut qu'on accepte le fait qu'il y aura moins de données, qu'elle sera de meilleure qualité parce qu'elle sera consentie, qu'elle aura été travaillée. Tout le travail de fond qu'est en train de faire le marché pour comprendre ce que ça veut dire et faire les choses justes du point de vue de l'expérience de l'utilisateur, ça va faire qu'on aura de la meilleure qualité de données, mais on en aura moins. Je suis convaincu personnellement que le marché va s'adapter. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on repose sur un équilibre entre confiance, transparence et valeur. Confiance pour les utilisateurs, transparence pour les gens qui achètent du média, les agences, les annonceurs, et puis valeur pour les éditeurs aussi. Pierre en a beaucoup parlé. Et je pense qu'on a tous intérêt collectivement à ce que cet équilibre-là continue à perdurer dans le temps, parce que ça a plein de vertus économiques, mais aussi sociétales. Mais du coup, Michael, est-ce que c'est pas une chance pour toi? Toi qui es aussi sur la partie données publicitaires, mais données propriétaires aussi de l'annonceur, la fameuse first party. Est-ce qu'on tend pas vers plus de first party exploitées dans les différents technos que toi tu vends à tes clients? C'est justement, alors ce qu'on observe depuis, alors surtout les clients qui utilisent notre CDP, tout ce qui est campagne d'activation, depuis le 25 mai, on observe plutôt des meilleurs ROI, liés au fait qu'effectivement on a moins de données en entrée, donc il y a des effets volume qui posent d'autres problèmes, mais en tout cas, puisqu'on est sur un cœur de cible de gens qui acceptent, le travail de conversion sur cette population-là est évidemment plus simplifié, amélioré, plus rapide, etc. Donc ça c'est une première dimension. Deuxième dimension sur e-privacy, RGPD, oui, sincèrement, plus on adopte le RGPD, moins on a de chances de voir un autre règlement encore plus dur arriver. Je pense qu'il faudrait vraiment qu'on en soit tous conscients, même si ça complique nos vies au quotidien. C'est vrai pour les annonceurs, c'est vrai pour l'industrie. Donc je pense que oui, n'attendez pas. Moi j'ai entendu malheureusement quelques annonceurs disant nous on attend e-privacy pour se mettre en conformité. J'espère que la CNIL ne leur tombera pas dessus parce que sinon ça peut faire mal et ça coûte beaucoup plus cher en reprise médiatique, comme vous le voyez, que de se mettre en conformité tout simplement, même avec un bandeau de consentement au moins pour le démarrage. Et d'autre part, même si l'e-privacy sous sa forme actuelle se mettait en place, il n'y a aucune raison de ne pas demander le consentement à l'arrivée d'un individu, même s'il a paramétré son navigateur sur une position stricte. Donc, n'oubliez pas que ça va être votre seule carte à jouer, entre guillemets, pour tenter, au travers de votre marque et du brand equity que vous avez construit, de créer un déréglage, entre guillemets, du système par défaut. Donc je pense que c'est vraiment un point important de bien conserver en tête que le consentement, même s'il était géré par les navigateurs, restera un sujet qui sera tellement important pour vous que le seul endroit où vous pourrez le gérer, c'est au moment d'arriver sur le site. Donc ça reste un sujet sur lequel il faut investir. Y a-t-il une question dans le public? On a le temps encore, on a 2-3 minutes. Si quelqu'un veut poser une question à Michael, Yann ou Franck, c'est le moment. Il y a le sujet d'Apple qui joue sa carte dans son coin avec la protection des utilisateurs sur leur device. Firefox qui est en train de suivre de son côté, et en fait on va se retrouver dans une sorte de position croisée où on aura d'un côté le RGPD, l'e-privacy qui arrive derrière, un certain nombre d'accords dans les acteurs, et de l'autre côté Freebox qui avait tenté son coup avec des adblockers, Apple qui arrive de l'autre côté. Qu'est-ce que vous pensez qui va rester à la fin de tout ça? Yann, tu as déjà évoqué un peu ITP2 pour les plus techniques ITP2, ouais. de Apple. Honnêtement, on ne sait pas. On ne sait pas quelles vont être les implications réelles, concrètes, jusqu'au bout des changements adoptés par ces navigateurs-là.
Aujourd'hui, il est un peu tôt pour comprendre l'impact réel de ces changements-là. Je pense qu'il est important que les différents acteurs, en tout cas, se familiarisent avec ce qui est en train de se passer, se fassent une opinion et ajustent ce qu'ils peuvent pour continuer à transacter une donnée de bonne qualité avec ces changements de navigateur. Je pense que ça va être un parcours, j'ai envie de dire. Je crois vraiment que cette phase-là dans laquelle on est, elle va durer très longtemps et qu'il va y avoir de multiples événements. ITP2 en est un, RGPD en était un plus gros et plus important, mais il y en aura d'autres. Et je pense qu'on est l'écosystème et le marché n'est pas complètement clair sur la manière dont on va adapter l'ensemble des solutions à ce nouveau panorama-là. Mais je suis assez confiant parce que je pense qu'on trouve toujours des solutions pour que ça continue à fonctionner et qu'encore une fois, on continue à faire fonctionner un écosystème publicitaire qui est important pour tout le monde. Merci beaucoup et je pense qu'on peut applaudir nos 3 partenaires.